Oui, on t'entend très bien, Zora. Ok, super, merci Karen. Donc je disais bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième journée de la conférence internationale Migration, Diaspora et Développement durable, perspectives politiques, opportunités et défis. Donc comme je le disais pour une session en français, je m'appelle Zora Sani et je vais introduire cette session et Karen aussi qui est la présidente de la session et ensuite on passera aux présentations. J'aimerais d'abord vous dire quelques mots sur cette conférence. Donc, elle est organisée conjointement par le Forum mondial sur les diasporas et le transnationalisme, aussi connu sous le nom de GRFDT, qui est basé à New Delhi en Inde, par le Forum des migrants en Asie, basé à Manille aux Philippines, et le Centre de recherche sur l'Amérique du Nord de Mexico, Mexique. Alors, cette conférence, elle ambitionne de porter un regard nouveau sur les dynamiques migratoires, parce qu'il est nécessaire de réfléchir à la mobilité humaine en adoptant vraiment une perspective de long terme. Et on connaît aujourd'hui la pertinence et l'actualité des thématiques migratoires. Les migrations, on sait qu'elles ne cesseront pas. Les communautés diasporiques et de migrants continuent d'exister, de se développer et de s'engager sur les plans nationaux et transnationaux. Et l'épidémie mondiale en cours, elle nous a montré qu'en plus des questions sanitaires, les défis et questions associés à la mobilité humaine doivent vraiment être au premier plan des discussions mondiales. Et dans ce contexte particulier, cette conférence, elle réunit des universitaires, des praticiens et des experts pour présenter et débattre des diverses perspectives et politiques émergentes en matière de migration et de diaspora. Et la conférence, elle réunit sur plusieurs jours environ 250 participants et participantes de plus de 60 pays. Ils et elles présenteront sur un large éventail de questions liées à la migration, au diaspora et au développement durable dans 5 langues, dont le français aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter Karen Diop, qui modérera la session d'aujourd'hui et qui est la présidente. Donc, Karen Diop, française de nationalité et qui vit aujourd'hui à Montréal après avoir passé plusieurs années en Afrique de l'Ouest. Elle est titulaire d'une licence en économie et sciences politiques de l'Université de Montréal, d'un diplôme d'études supérieures en gestion de HEC Montréal et d'un master en leadership et développement de King's College à Londres. Au cours des 5 dernières années, Karen a travaillé pour plusieurs organisations internationales, notamment l'ONU et la Banque mondiale, mais aussi des ONG dans différents contextes culturels. Durant ces expériences, elle a mené des recherches qualitatives et quantitatives et des enquêtes de terrain sur les questions de genre et de migration en particulier. Elle s'intéresse aux questions des inégalités sociales intersectionnelles, de l'évaluation de la précarité, de la défense des droits et des initiatives communautaires. Karen, je te laisse la parole maintenant. Merci beaucoup, Zora, et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Karen Diop, je vais donc être la modératrice de cette session. Comme Zora, tu l'as mentionné, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les questions migratoires, notamment au Sénégal et en Gambie. Sénégal, pays dont je suis aussi originaire. Et je suis donc basée à Montréal. Alors, à l'heure actuelle, chez moi, il est 4h44 du matin. Alors, ne soyez pas trop durs, s'il vous plaît. Je vais faire de mon mieux pour vous accompagner durant cette session, où nous aurons le plaisir d'écouter, d'interagir avec un riche panel d'intervenants, je l'espère. Et puis, j'espère que nous aurons aussi la chance d'être joints par d'autres participants. Donc, nous serons ensemble pendant 2 heures à peu près. Chaque intervenant aura entre 10 et 15 minutes pour faire sa présentation. Je pense qu'on peut, vous octroyer les 15 minutes, étant donné que pour le moment, on a de la flexibilité, étant donné que nous attendons 2 autres panélistes. Puis ensuite, je vous inviterai à prendre une pause de 10 minutes pour reposer un petit peu les yeux. Et on sera de retour avec une session d'échange où on invitera les participants s'ils sont avec nous, à poser leurs questions dans le chat. Voilà, j'espère que ça vous convient à peu près. Si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire. On peut réajuster à votre convenance. Et sans plus tarder, donc je vais peut-être introduire Alima qui est avec nous et Martial Fabrice. Alors, nous allons donc avoir le plaisir d'entendre Dabou Alima de la commune de Casablanca au Maroc, qui va nous parler de la gouvernance de la migration marocaine et plus spécialement des stratégies nationales d'immigration et d'asile
notamment pour les Marocains vivant à l'étranger, résidant à l'étranger. Donc, Halima, si tu es prête, je t'invite à commencer. Tu peux cliquer sur le petit micro pour activer ton micro. Excellent. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Halima Dabou du Maroc. Je suis chef de service audit interne à la commune de Casablanca, Maroc. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la gouvernance de la migration au Maroc. On va traiter de la gestion migratoire à la protection des migrants. J'aimerais dire, premièrement, que la mondialisation sur ces 30 dernières années a eu pour conséquence, outre l'accélération des échanges et des biens et des services, une accélération de la mobilité humaine. Donc, on fait que les migrations et l'immigration ne sont plus un phénomène limité à quelques pays selon une articulation sud-nord, des pays en développement vers nord développés. Tous les pays sont aujourd'hui des pays d'origine, de transit et de destination de la migration mondiale. De ce fait, les migrations ne peuvent être gérées seules au niveau international. Il requiert une coordination internationale et régionale basée sur les principes de la responsabilité partagée et de la solidarité. Le Maroc, de ce fait, a choisi de prendre sa modeste part de ce changement de paradigme en adoptant une nouvelle politique migratoire en 2013. Cette politique fondée sur des valeurs de solidarité, d'accueil et de respect des droits des migrants. De ce fait, des efforts considérables ont été déployés pour garantir la préservation des droits des migrants et assurer leur intégration dans leur pays d'accueil, qu'est le Maroc. Au niveau international, la politique nationale d'immigration et d'asile s'est érigée en modèle régional de gestion responsable et solidaire des phénomènes migratoires. À cet égard, l'année 2018 était particulièrement riche pour le Maroc sur la question de la migration et de l'asile. Le Maroc, en 2018, a adopté le pacte mondial, dont la version finale a été rendue publique le 11 juillet 2018. Ce pacte énonce une série de principes et d'engagements des États en matière de migration internationale dans toutes ses dimensions et ambitionne de pallier les insuffisances de la gestion migratoire des migrants. En 2018, le Maroc s'est donc efforcé de mener de front les principaux chantiers, à savoir sa contribution en tant que leader de l'Union africaine sur la question de la migration pour l'élaboration d'un agenda africain sur la migration, la préparation d'un plan d'action national de mise en œuvre des objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et la poursuite du déploiement de sa politique nationale pour ordonner et pour consolider les droits des migrants et leur garantir une meilleure intégration au Maroc. Donc, la gouvernance de la migration au Maroc comporte tout un ensemble de défis, tant pour les États de destination des migrants que pour les États d'origine, qui est le Maroc. D'une part, se présente l'intérêt de contrôler l'arrivée des migrants très influencés par des conceptions sécuritaires et d'autre part, apparaissent les migrants très influencés par des conceptions sécuritaires et d'autre part, apparaissent les conceptions des migrations comme outil de développement qui visent à tirer profit des effets considérés comme positifs des migrations et restreindre ces effets négatifs. Donc, le deuxième point, la gouvernance de la migration, c'est une approche juridique fondée sur la protection des migrants. Tenant compte de cette dynamique migratoire, le Maroc a tracé sa propre feuille de route qui s'articule autour d'une approche humaniste, cohérente et globale. La stratégie nationale, la SNIA, c'est-à-dire la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui se distingue par cette singularité, notamment à travers l'implication des acteurs de la société civile dans sa conception et la mise en œuvre de ses actions phares. Cette SNIA inscrite en faveur d'une gouvernance mondiale de la migration. La politique marocaine migratoire s'illustre également par une bonne conduite de l'opération exceptionnelle de régularisation de la situation des milliers de migrants irréguliers en vue de leur assurer une meilleure intégration et par conséquent une meilleure gestion des flux migratoires. La première phase de ce dispositif a été initiée en décembre 2014
permettant la régularisation de 23 096 migrants sur 27 000 provenant du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire et de la Syrie. Près de la moitié de ces bénéficiaires, 44%, sont des femmes. Après le succès de la première campagne, une deuxième phase de régularisation a été programmée sur instruction royale. Ainsi, de décembre 2016 à la fin du 2007, 28 400 demandes de régularisation ont été déposées, dont plus de 20 000 demandes approuvées à la fin, outre la régularisation de la situation des migrants. Le Maroc a également mis à niveau son cadre réglementaire. Citons à cet effet l'adoption de la loi sur la traite qui donne un nouveau souffle aux différentes actions et mesures entreprises par le Royaume du Maroc dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire. La territorialisation de la stratégie de la SNIA, cette SNIA, elle a été territorialisée. L'objectif étant de garantir l'opérationnalité de ce dispositif et de mettre son impact sur les bénéficiaires. À cet égard, des efforts sont consentis pour renforcer la sensibilisation et la formation des acteurs territoriaux en matière de gestion migratoire, ainsi que de favoriser la mise en réseau et la mutualisation des expériences dans ce domaine. Donc, autre chose, le Royaume du Maroc offre aux migrants un cadre favorable pour obtenir le permis de résidence à long terme. De plus, au cours des 3 dernières années, les citoyens étrangers doivent renouveler leur carte de séjour chaque année. Mais après ce délai de 3 ans, ils peuvent demander un permis de séjour de 10 ans. La validité de ce carte est passée à 3 ans, 1 an après la régularisation du séjour au Maroc, sauf en cas d'acte répressif commis par les intéressés. Les citoyens étrangers ont aussi la possibilité de demander la citoyenneté après 5 années de résidence permanente au Maroc. Autre chose, la première opération exceptionnelle en 2014 avait permis la régularisation de plus de 23 096. Donc, en général, le pays offre un cadre juridique cohérent pour la migration sur la base de la loi numéro 0203. Cette loi relative à l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'immigration et l'immigration irrégulière. Troisièmement, la gestion migratoire dans les relations internationales. Donc, le Maroc a conclu plusieurs accords bilatéraux et s'engage dans la discussion des questions migratoires au niveau international en tant que participant et co-préside avec l'Allemagne du Forum mondial sur la migration. Le Maroc est aussi membre de l'OIM et a participé activement à un certain nombre d'initiatives dirigées par cette dernière. Le Royaume, en général, le Royaume du Maroc mène des négociations, des discussions, des consultations sur l'immigration avec l'Union européenne. Par exemple, en 2013, le Royaume a signé avec l'Union européenne une déclaration conjointe établissant un partenariat de mobilité pour une meilleure gestion de la migration régulière et lutte contre la migration irrégulière. La gouvernance de la migration est une gouvernance qui est fondée sur les droits de l'homme. L'un des grands principes auxquels se réfèrent les responsables marocains est relatif au respect des droits de l'homme. À cet égard, les discours rappellent avec constance leur volonté d'inscrire la gestion des questions migratoires entretenues avec l'Europe dans le cadre du respect des droits de l'homme. Il insiste ainsi, une fois de plus, sur la dissociation entre logique sécuritaire des États et logique des droits de l'homme. Ces propos permettent de mettre en relief la pression sur les questions démocratiques et le respect des droits humains inscrits dans les accords de coopération. Le Maroc a ratifié plusieurs instruments internationaux des droits de l'homme. Il est aussi l'un des premiers signataires de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de membres de leur famille du 18 décembre 1990. Il a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Cette convention, qui a l'avantage de rassembler l'ensemble des dispositions éparses existant sur la protection des migrants et des membres de leur famille. Une direction de la migration a été créée au ministère de l'Intérieur. La Fondation Hassan II
pour les Marocains résidant à l'étranger. C'est une direction qui s'occupe de dossiers des migrants, des migrants. Et à l'exception du transit dont la responsabilité a été attribuée à la Fondation Mohammed V. Auparavant, la Fondation Hassan II pour les Marocains, en association avec le barreau de Rabat, ont organisé plusieurs rencontres sur la problématique du statut personnel en Europe. L'objectif était de fournir aux avocats espagnols le maximum de connaissances pour qu'ils puissent traiter dans les meilleures conditions possibles les dossiers relatifs au statut personnel. Un ministère aussi délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la communauté marocaine résidant à l'étranger a été créé en juillet 1990. Ce ministère s'occupe des Marocains et des immigrés installés au Maroc. Le Maroc manifeste aussi la volonté d'accompagner les migrants marocains régulièrement installés, tant au niveau interne, vote par exemple, mais aussi investissement, qu'externe. Donc, la stratégie élaborée par le ministère en charge du dossier répond à une double demande, celle des migrants eux-mêmes, mais aussi de la société civile et de la société politique marocaine. Les immigrés marocains manifestent à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, leur souhait de participer aux décisions qui les concernent en partenariat avec les institutions existantes et à envisager. Parmi les ambitions affichées par le ministère du Marocain résidant à l'étranger, la protection des immigrés, des émigrés, à l'aide assurée par pour les aider à atteindre leur pleine citoyenneté en pays de résidence et en pays d'origine. Le rôle du ministère étant essentiellement politique, la stratégie insiste sur les actions de coopération avec les pays d'accueil. Un site internet est ouvert pour permettre aux personnes intéressées de dialoguer avec la ministre. C'est une femme d'ailleurs. Un bulletin mensuel d'information du développement publié et une journée migrant proclamée le 10 août par décision du chef de l'État annoncé par la ministre du Marocain résidant à l'étranger. Les activités menées par le ministère depuis sa création sont très diversifiées. Initiation de conférences sur la question migratoire, contribution à la réussite et suivi de l'opération de retour des immigrés, traitement des requêtes à caractère social, en coordination avec les consulats des pays d'accueil et les départements ministériels concernés, encouragement à l'investissement des Marocains résidant à l'étranger au Maroc, mais aussi négociations sur des questions clés comme celle de l'accord de réadmission et de dialogue 5+5. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, le ministère des Marocains résidant à l'étranger a réalisé en collaboration avec la Fondation Hassan II une évaluation du travail accompli pour les immigrés dans le domaine éducatif. De même, dans le cadre d'activités culturelles, le ministère a engagé des actions de promotion de la culture marocaine à l'étranger en collaboration avec le ministère de la Culture. Et merci pour cette intervention. Merci beaucoup, Halima. C'était très intéressant d'avoir autant de détails sur les stratégies mises en place au Maroc. J'aurais peut-être quelques questions. Je pense qu'on peut peut-être avoir un petit échange avant d'écouter le prochain panéliste. Zora, si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Peut-être ma première question, Halima, ce serait sur la question de peut-être l'applicabilité de ces stratégies nationales. Par exemple, dans le travail que j'ai pu effectuer en Afrique de l'Ouest, on s'est rendu compte que souvent, il y avait un décalage entre les stratégies qui sont mises en place à l'échelle des institutions, notamment le cadre juridique et l'applicabilité, notamment dans le cas des migrants arrivant dans un pays d'accueil et n'ayant pas de papier, par exemple. Comment faciliter leur intégration, comment faire en sorte que ce cadre juridique-là fonctionne avec la réalité dans laquelle le migrant se trouve. Ça, ce serait peut-être ma première question. Et ma deuxième question, ce serait, est-ce qu'il y a une approche qui est axée sur le genre, par exemple? Est-ce qu'il y a une approche qui prend en compte la particularité, par exemple, des femmes migrantes qui, durant leur périple et
leur parcours font face à des difficultés différentes qui sont aussi considérées traditionnellement comme étant plus vulnérables et notamment potentiellement victimes de violences sexuelles. Donc, j'aimerais un petit peu savoir, avoir ta perspective là-dessus. Merci. Merci, Madame Karen. Pour la première question, c'est vrai qu'il y a un grand décalage entre la SNIA, la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui vient du haut, qui vient du ministère, et de la pratique. Donc, pour pallier à ce problème, donc, le Maroc a essayé de territorialiser cette politique à travers la commune. Donc, on s'est penché vers la commune, vers ce qui est commune. Donc, ici, la commune de Casa ou n'importe quelle commune au Maroc, à travers toutes les communes, on va essayer de opérationnaliser cette politique par la collaboration entre l'autorité locale et l'autorité centrale. Et ceci, comment? Par l'intervention ou par l'apport de la société civile. On a impliqué la société civile pour remédier à ça. Donc, cette politique ou cette stratégie nationale, il ne va pas rester en haut parce qu'au niveau national, on ne peut pas savoir ce qui est local. Donc, ce qui peut, ce que je veux dire, pour satisfaire les besoins des migrants, ce qui est près du migrant, c'est l'autorité locale, c'est la commune, c'est la municipalité. Donc, il faut donc, et le problème qui se pose, c'est que la municipalité n'a pas les moyens suffisants pour contribuer et pour contribuer et satisfaire les besoins des migrants au niveau de la santé, au niveau du logement, au niveau de l'éducation, donc sur plusieurs niveaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider la commune et la municipalité pour pallier à ce problème. Et donc, ici, plusieurs ONG internationaux, ils ont manifesté, ils ont collaboré, ils ont intervenu pour remédier à ce problème. Comme des projets ont été faits, comme le projet MC2CM. MC2CM, projet, c'est un projet cofinancé par l'Union européenne. Ce projet qui a aidé la commune pour créer des établissements propres aux migrants, des centres pour les aider à les informer la langue. Et donc, ça va donner plusieurs bénéfices pour les migrants. Pour la deuxième question, donc, c'est vrai que la femme est vulnérable. Et en réalité, la femme souffre beaucoup, la femme migrante, surtout la femme qui tombe enceinte. Il y a des femmes qui tombent enceintes, ils ont un problème. Ils ne peuvent pas accéder à la santé. Ils ne peuvent pas accéder à la santé. Cet enfant, il ne peut pas accéder à l'éducation. Donc, c'est vrai que la femme migrante souffre au Maroc. Il y a des souffrances parce que c'est une femme qui ne peut pas avoir un logement. Donc, ici, donc c'est pour ça que toujours la société civile, c'est elle qui va résoudre ce problème. Comment ça, la société civile, il recense les femmes qui existent sur leur territoire et essaye de les intégrer dans des centres culturels pour les aider. Merci. Merci beaucoup, Halima. Merci. Zora, est-ce que tu as des questions à poser particulières ou je peux continuer? Si tu as des questions, vas-y. Oui, je suis quand même curieuse. Halima, je vais t'embêter un petit peu. Non, ça fait un grand plaisir. Non. Très bien. Non, j'aimerais quand même bien comprendre, par exemple,
quand tu dis que la société civile est impliquée pour faire en sorte que l'intégration des migrants se fasse le mieux possible, notamment à des plus petites échelles, à l'échelle des communes, c'est ça que tu disais. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies que le gouvernement met en place pour faire en sorte que la société civile soit sensible à la condition des migrants. Comment faire en sorte que cette question-là soit une question qui soit posée à l'échelle de la société? Est-ce que vraiment c'est une priorité pour les Marocains et pour les membres de la société civile de prendre en compte la condition des migrants qui arrivent sur le territoire? Comment est-ce que le gouvernement Oui, oui, le travaille là gouvernement, de sensibilisation? le gouvernement offre des projets à travers des projets de réinsertion, des projets d'intégration, des projets subventionnés par le gouvernement et c'est la société, les OSC qui travaillent ces projets. Ce sont des projets subventionnés par le ministère chargé des Marocains résidents à l'étranger. Et à travers ces projets, il essaie de remédier à ces problèmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai ici un exemple. Si vous permettez. Parmi ces projets, l'année dernière, le ministère a annoncé un projet offerte à la société civile, projet de formation professionnelle au profit des immigrés installés au Maroc. Donc, des sociétés, ils ont accepté ce projet. C'est un projet subventionné avec des milliers pour faire des formations professionnelles aux immigrés, pour leur instruire la langue arabe et pour les enfants, surtout, il y a des associations qui accueillent des trentaines des immigrés, et ils leur forment la langue arabe et après cette formation, ils s'intègrent dans des chantiers, de travail, dans le chantier de travail, et pour les enfants, ils les accueillent aussi et les intègrent. Merci beaucoup, Halima. Merci. Merci à vous. C'était intéressant d'en savoir plus. Donc, je vais maintenant inviter Etémé Angono Martial Fabrice de l'Université de Yaoundé 2. Bonjour, j'espère que ça va. Bonjour. J'imagine que tu vas nous parler, si j'ai bien compris, des intersections existantes entre la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, la question des frontières et de la précarité des migrants. Donc, j'imagine que c'est un petit peu autour de ça que va s'organiser ton propos. Je te laisse donc commencer. Et donc, là, il est 5h09 chez moi, mais je pense qu'on peut, encore une fois, on peut avoir 15 minutes de présentation, puis quelques échanges, et puis ensuite, on va voir où on en est avec l'horloge. C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, par contre, Fabrice, on t'entend pas très bien. Si tu peux peut-être te rapprocher du micro. C'est déjà mieux. Ou bien il va falloir que tu cries. C'est une blague. Non, je rigole. Ok. Oui, c'est un peu mieux. C'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux, c'est mieux. D'accord. Parfait. Ok. Je m'appelle Etémé Angono Martial Fabrice et je suis chercheur en droit international et en relations internationales. Et je suis titulaire d'un master en droit public international et communautaire et d'un autre master en relations internationales. La thématique sur laquelle je vais échanger aujourd'hui porte sur la migration à l'épreuve de la COVID-19 entre fermeture des frontières et précarité des migrants.
En quelque sorte, les êtres humains sont appelés à se mouvoir occasionnellement ou régulièrement. Ce mouvement de personnes est appelé migration. Se déplacer ou voyager est quelque chose de nécessaire de plus en plus dans la plupart de nos sociétés. Il peut être compréhensible ou non qu'une personne veuille se mouvoir d'un lieu à un autre en vue d'atteindre certains objectifs. La liberté d'aller et de venir est consacrée dans les textes internationaux sur les droits de l'homme. Cette dernière a des atténuations puisqu'on ne peut pas la transformer en libertinage. C'est pourquoi il n'est pas toujours permis de se déplacer ou de voyager autant de fois possible ou qu'on veut. C'est ce qui peut décrire que les êtres humains soient animés par l'envie de se mouvoir d'un endroit à un autre du globe terrestre. Même s'il est vrai qu'on ne se déplace pas toujours par volonté, ça peut être par dépit ou par obligation. L'augmentation des frontières matérielles dans un monde qui se veut global ou globalisé peut être parfois questionnable. Avec la mondialisation, l'homme est encore davantage appelé à faire des déplacements ou des voyages. La mondialisation appelle à la transformation du monde à une sorte de village planétaire, comme on aime bien souvent le dire. À travers un tel postulat, les États sont censés être plus soudés, voire liés dans une sorte d'interdépendance. Chacun serait donc amené à se compléter avec l'autre. La vie en autarcie ne serait pas vraiment conseillée en ce troisième millénaire. Lorsqu'on assiste à des migrations entre différents États, ils sont qualifiés de migrations internationales. Il est vrai que les migrations constituent aussi un phénomène transnational qui ne met pas toujours officiellement deux États en rapport, car il ne se limite pas à un seul État. Depuis fin 2019, le monde connaît la résurgence du coronavirus sous une nouvelle forme, le SARS-CoV-2. Ce nouveau coronavirus est à l'origine de la maladie à coronavirus découverte en 2019. Celle-ci est plus connue sous le vocable COVID-19. Ce nom a été arrêté par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour pouvoir éviter certaines confusions. Cela explique, du point de vue de la communication sur les risques, à utiliser le nom SRAS, qui peut avoir des conséquences indésirables et créer une peur inutile chez certaines populations, surtout qu'en Asie, on s'en rappelle en 2003, pas d'une très bonne manière. Ainsi annoncé, on peut se rendre compte que la migration face à l'épreuve de la COVID-19 a connu vraiment quelques tumultes en quelque sorte. Et on est passé à une complexification des mouvements de personnes durant la COVID-19. Entre autres, cette complexification de mouvements peut être catégorisée par deux grands types de mouvements ou deux grandes idées. La première étant celle du retournement des États, au renfermement des États, parce que bien qu'il existe des barrières virtuelles dans le monde entier, on n'assiste pas régulièrement à ce genre de barrières que la COVID-19 a en quelque sorte imposé à travers une fermeture partielle des frontières et pour certains pays, une fermeture complète des frontières pour d'autres. Ces deux types de fermeture de frontières, qu'elles soient partielles ou complètes, a complètement perturbé les mouvements. Les vols ont été suspendus. Plusieurs compagnies aériennes sont quasiment en train de faire faillite ou bien ont
ont besoin d'une certaine aide pour pouvoir avoir un nouveau souffle, pour ne pas faire faillite. Et certaines personnes se sont donc retrouvées quasiment coincées dans les différents pays, suite ou à cause de ces fermetures de frontières partielles ou complètes. Et parfois, ces personnes avaient voyagé, avaient un agent bien précis, étant obligé de passer des jours supplémentaires sur place. Cela n'a pas vraiment été facile pour ces dernières parce qu'elles se sont retrouvées vraiment en train de s'endetter à cause de cela. La deuxième idée qui explique la complexification des mouvements de personnes dans le monde entier à cause de la COVID-19, elle peut être analysée sous le prisme du retour aux restrictions des personnes. Les restrictions des personnes, en quelque sorte, peuvent être mineures ou majeures, ou des restrictions mineures. On peut parler, par exemple, des couvre-feux qui se matérialisent ou bien qui sont observables tardivement dans la nuit jusqu'à très tôt le matin, qui limitent, pour ne pas dire empêchent que les gens se rendent sur les lieux publics ou bien se déplacent d'un lieu à un autre. Et on a bien vu que différents pays ont toujours opté pour un début, certains ont opté au début pour une sorte de couvre-feu ou bien de restriction mineure aux personnes. Par la suite, ces pays, certains se sont retrouvés dans l'obligation d'utiliser des restrictions majeures. Bien que d'autres, dès l'entame de la COVID-19, ont plutôt opté pour une sorte de restriction majeure. On peut prendre le cas, par exemple, de l'Inde, qui a appliqué l'un des confinements les plus rigoureux dans le monde entier. Et maintenant, en faisant allusion ou en nous référant aux restrictions majeures, nous les distinguons de deux manières avec les confinements partiels ou localisés qui ne sont pas visibles sur toute l'étendue d'un État, mais qui sont à des endroits bien précis, et des confinements majeurs. Et on a pu observer ces deux grands confinements partiels et confinements majeurs, que ce soit la première phase ou à la deuxième vague de COVID-19, qui est en train de faire vraiment rage. Et on peut constater que actuellement en Europe, une grande partie de l'Europe est en train vraiment d'adopter des mesures très rigoureuses en termes de confinement ou de mesures restrictives des personnes. Mais au départ, on peut se rendre compte qu'au départ, dans ces différents pays européens, pour éviter d'arriver au confinement qui a fait vraiment beaucoup de dégâts lors de la première phase, il y a eu une sorte de restriction mineure. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que ces restrictions mineures ne portaient pas le fruit attendu. Donc, ces États ont été contraints en quelque sorte de pouvoir tendre vers les confinements majeurs. Et on peut aussi souligner qu'il y a des pays comme Israël ou les États-Unis qui se sont déconfinés très rapidement et par la suite, on peut observer que ces pays ont connu une deuxième vague de contamination de la COVID-19 un peu plus précoce parce qu'ils se sont vite déconfinés et la population, en quelque sorte, leur population n'était pas vraiment à même ou déjà capable de pouvoir mieux faire face à cause de ce déconfinement précoce à la COVID-19. Et c'est autant de choses qui expliquent que les États-Unis soient vraiment le pays le plus touché en termes de contamination et de décès dans le monde par la COVID-19. Et
le second embranchement de nos réflexions portera sur la fragilisation des migrants. Parce que on a observé, et cette fragilisation des migrants peut être divisée en deux sous-mouvements. Le premier, sur la précarité des migrants en position clarifiée, et l'autre sur l'extrême précarité des migrants en position non clarifiée. Pourquoi migrants en position clarifiée? Les migrants en position clarifiée, comme le terme l'indique, ce sont des migrants qui, on peut dire, qui ont déjà une sorte de statut. Mais bien avant, nous voulions faire une certaine précision. Le terme de migrant ici, bien qu'il n'a pas encore eu une définition universellement admise, le terme de migrant, quand nous l'utilisons, c'est de façon générale et de façon restreinte. De façon générale, dans migration, on peut retrouver les réfugiés, les demandeurs d'asile et les déplacés internes, et j'en passe. Ça, c'est de façon générale quand on parle de la migration. Maintenant, de façon spécifique, la migration, le terme de migrant va plus renvoyer aux personnes qui se déplacent pour des motifs ou des motivations économiques. Donc, quand nous parlons de migrants ici, nous voulons renvoyer en même temps au sens général et au sens spécifique de migrants. Donc, cette précision faite, nous allons continuer en clarifiant, en expliquant mieux le terme de migrant en position clarifiée. Le migrant clarifié en position clarifiée, c'est celui-là qui a déjà une sorte de statut en quelque sorte. Une sorte de statut en quelque sorte dans la mesure où il est différent de celui qui cherche encore à avoir un statut. C'est pourquoi dans le cadre de l'extrême précarité des migrants en position non clarifiée, on va plus se référer aux migrants sans papier et ceux qui sont les demandeurs d'asile, qui sont encore en attente ou d'acceptation ou non d'un asile politique, et aussi les réfugiés qui sont aussi en attente de la confirmation de ce statut. Pour ce qui est donc de la précarité des migrants en position clarifiée, la COVID-19 a pu nous montrer qu'il y a des disparités sociales, des inégalités sociales terribles dans ce monde, qui parfois n'étaient pas véritablement visibles ou palpables. Mais la COVID-19 est venue mettre ça est venue en quelque sorte dévoiler ces différentes disparités, parce que on se rendra compte que à cause de la COVID-19, beaucoup de migrants ont perdu des emplois, et à cause de cette perte d'emploi, leur situation sociale est devenue très critique, et cette situation critique a engendré une prise sanitaire assez circonscrite, parce que n'ayant donc plus les moyens pour pouvoir se prendre en charge, d'autant plus qu'avec la notion de couverture de santé, il faut d'abord, la couverture de santé exige qu'on puisse d'abord à l'avance se payer avant d'être pris en charge. Donc, et on a donc pu constater que ces migrants, même ces migrants en position clarifiée, ont eu des difficultés. Et on a des exemples, par exemple, je prends l'exemple du Cameroun où je vous parle maintenant. Il y a eu des migrants qui ont été, à cause de la perte de leur emploi aux États-Unis et en Europe, ont été contraints durant la période, vers la fin de la première phase de la COVID-19, ont été contraints de revenir au Cameroun parce ça n'allait plus vraiment. Les conditions de vie étaient très déplorables. Et ils ont été obligés de revenir au Cameroun pour s'installer en quelque sorte, pour relancer quelque chose, pour pouvoir
survivre. Cela dit, nous allons embrayer sur l'extrême précarité des migrants en position non clarifiée. Dans les pays, aux États-Unis par exemple, il a été, on peut noter que les migrants sans papier n'ont pas vraiment droit à une couverture de santé. Ceci fragilise davantage leur position en cette pandémie de COVID-19. Et de plus, les différents centres créés dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, pour pouvoir loger en quelque sorte ces migrants sans papier afin de clarifier leur situation et les envoyer ailleurs. Dans ces centres, on s'est rendu compte que les mesures barrières ne sont pas vraiment toujours respectées et ces migrants sont bien exposés au risque élevé de contamination à la COVID-19. Et on dira par exemple en Europe, la couverture de santé est bénéficiable à certains types de migrants, mais même ces migrants-là, pour pouvoir en bénéficier, rencontrent des difficultés culturelles, linguistiques et j'en passe. Maintenant, à la fin d'une telle analyse, on se rend compte que la COVID-19 a davantage créé un fossé au sein des inégalités sociales, bien que la COVID-19 n'épargne ni les riches ni les pauvres, mais on se rend compte que les pauvres dans cette COVID-19 sont davantage vulnérables et leurs conditions de précarité, leurs conditions tendent vraiment à l'extrémité. Et nous savons bien que au niveau des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ou aux pactes internationaux relatifs aux droits socio-économiques de 1966, toute personne, tout être humain a des droits qui sont inaliénables déjà en vertu de sa personne, du fait qu'il soit un être humain, il a des droits qu'il doit pouvoir en bénéficier. Et on est vraiment assez surpris que la précarité ou l'extrême précarité des migrants soit dévoilée ou mise à jour jusqu'à un tel niveau. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Fabrice, c'était très intéressant. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que la COVID-19 nous a tous surpris et que dans le cas des migrants qui étaient déjà des populations peut-être un peu plus vulnérables que d'autres, on peut dire que ces vulnérabilités ont finalement été exacerbées. J'aurais peut-être quelques questions à te poser dans ce contexte-là. La première, ce serait, donc j'imagine dans le cas du Cameroun, donc on sait que les stratégies de confinement qui ont été mises en place en Afrique de l'Ouest notamment, et ailleurs ont souvent été contestées parce que la question c'était de savoir est-ce que ces stratégies de confinement, par exemple, ou de couvre-feu, sont finalement adaptées au contexte dans lequel nous sommes en Afrique de l'Ouest. Alors, la question que je me pose, c'est de savoir est-ce que ces stratégies de confinement, selon toi, ont été efficaces dans la mesure où une grande partie de l'économie fonctionne de façon informelle, une grande partie de l'économie informelle sert à la subsistance des migrants, donc a un impact sur leurs conditions de vie. J'aimerais avoir ta perspective là-dessus. Par la suite, la question que je me pose, ce serait de savoir si les limitations en termes de déplacement et la fermeture des frontières, est-ce que ça a peut-être redirigé les migrants qui pensaient quitter le pays
plutôt, est-ce que ça a favorisé finalement de la migration interne? Est-ce qu'il y a eu des observations qui sont différentes à ce niveau-là, au niveau des flux migratoires? Est-ce que les migrants ont préféré plutôt voyager dans leur pays? Et si oui, est-ce qu'il y a eu peut-être des revirements en termes d'activité économique? Et que, par exemple, l'agriculture, qui est très souvent peut-être un peu malmenée en tant qu'option pour les migrants, est-ce que peut-être que le fait d'être finalement confiné à des frontières, est-ce que ça a peut-être redirigé l'activité et l'intérêt des migrants vers d'autres activités qui n'avaient pas été considérées auparavant? C'est ma deuxième question qui est un peu longue, je m'excuse. Et la troisième, ce serait de savoir, est-ce que tu as, Fabrice, entendu parler de dispositifs d'entraide sanitaires régionaux qui ont été mis en place dans le cadre des questions migratoires et dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons? Voilà, ça fait beaucoup de questions, je m'excuse. N'hésite pas si tu as besoin que je répète, parce que mes questions étaient très longues. Je voudrais que tu puisses répéter la troisième question. La troisième? Oui. Alors, la troisième, elle était relative aux dispositifs d'entraide sanitaire régionaux. Est-ce qu'il y a, par exemple, des mesures qui ont été mises en place à l'échelle régionale permettant de pallier, finalement, aux défis liés à la situation de Covid et à la situation des migrants? Est-ce qu'il y a eu des réponses organisées régionales ou est-ce que vraiment ça a été, ou est-ce que vraiment chaque pays a pris la responsabilité de s'organiser face à cette crise sanitaire, ou est-ce qu'il y a tu as eu un vent de réponses organisées, disons, structurées à l'échelle régionale? Ou pas, peut-être pas. Ok, je peux commencer à répondre. Ok. Pour la première question qui parlait de est-ce que ces stratégies de confinement ont été efficaces au Cameroun? Raisonnablement ou de façon précise et concrète, un confinement partiel ou général ne pouvait pas, ou complet, ne pouvait pas facilement être implémenté au Cameroun. Comme tu as si bien eu à le relever, la grande partie de l'économie camerounaise est informelle. Et dans cette informalité, ce sont des petits commerces, donc des personnes qui vivent quasiment au jour le jour. Donc, décider des mesures peut-être d'un confinement partiel ou général, ça devait vraiment plus faire de mal que de bien. C'est ça qui a en quelque sorte contraint les autorités camerounaises à ne pas opter pour un confinement. Je pourrais dire que le confinement a été plus recommandé. On recommandait aux personnes de sortir rien qu'en cas de nécessité, d'éviter de sortir, mais ce n'était pas obligatoire. Donc, cette stratégie ou ce type de confinement, entre guillemets, utilisé par les autorités camerounaises, je pense que ces autorités ont vraiment bien réfléchi pour opter sur une telle démarche. Parce qu'un confinement partiel ou total, c'était très irréaliste au Cameroun, au vu de l'informalité de l'économie en grande partie. OK. Dans laquelle, on peut le rappeler, beaucoup de migrants exercent. Oui, beaucoup de migrants. Et même parmi ces migrants, et même des migrants de retour qui sont parfois pris en charge par le programme Retour à la réinsertion, du programme coordonné
par l'OIM et l'Union européenne. Le programme est financé par l'Union européenne dans une dizaine de pays africains et implémenté par l'OIM. Et donc, même dans ces réinsertions des migrants de retour, pour un départ, ce sont toujours des activités de petits commerces qui ne permettent pas toujours de pouvoir entrer dans la formalité de l'économie. Donc, même les migrants sont concernés par cet informel de l'économie. Bon nombre de migrants. Pour la deuxième question qui porte sur si la fermeture des frontières a-t-elle favorisé la migration interne? Et si oui, est-ce que les migrants ont eu à penser à d'autres activités qui sont parfois mises de côté? Je dirais à mon humble avis que la fermeture des frontières dans une relative mesure, fait en sorte que les gens puissent encourager la migration interne. Et cette migration interne, de façon générale, en Afrique, c'était plus, cette migration interne, c'était plus dans le sens où les gens qui n'arrivaient plus à s'en sortir dans les villes urbaines préféraient parfois rentrer dans les villes rurales pour se ressourcer parce que ça ne servait à rien de rester dans une ville urbaine pour ne pas s'en sortir. Donc, bon nombre de personnes ont préféré donc faire cette migration interne pour rentrer dans les campagnes, pour aller se ressourcer. Question peut-être de revenir dans les villes plus tard pour s'y installer. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de la deuxième question. Au niveau de la troisième question, sur les dispositifs d'enquête sanitaire régionaux pour pallier à la pandémie de COVID-19, réellement, jusqu'ici, il n'y a pas de façon très concrète ou très claire des dispositifs d'entraide sanitaires régionaux pour pallier à la pandémie de COVID-19. De façon claire, il n'y a pas encore jusqu'ici des dispositifs d'entraide de façon claire. Donc, c'est ce que je peux dire au niveau de la troisième question. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fabrice, pour l'intervention. C'était très intéressant. Donc, je vois qu'il est chez moi à 5h38. Peut-être qu'on peut prendre une petite pause de 10 minutes et revenir ensemble donc à je ne sais pas à quelle heure il est chez vous, mais peut-être ce sera 48. Si ça va pour tout le monde, on peut faire ça. Comme ça, tout le monde se repose un peu les yeux et peut revenir avec un esprit clair et en forme. Ouais, super. Comme ça, on pourra prendre aussi, je pense, des questions des participants et avoir plus un échange sur vos présentations. Tout à fait. Si ça vous convient. Super, donc on se retrouve à 49. À tout à l'heure. Super.
Si vous le voulez bien, on va reprendre. Je ne sais pas si vous êtes derrière votre caméra à l'heure actuelle. Oui, ça les aura. Alors, ce que j'aimerais proposer pour les 40 minutes qui nous restent ensemble, ce serait peut-être de donner l'opportunité aux participants de poser leurs questions s'ils en ont dans le chat. Donc, je vois qu'il y a de nouveaux participants avec nous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à adresser aux intervenants, à les écrire dans le chat et nous allons les relayer. Je pense que vous pouvez même prendre la parole si vous souhaitez intervenir et poser directement la question, il n'y a pas de souci aussi. Alima, Fabrice, est-ce que vous êtes là? Bah, Zora, on va... Ah, voilà. Salut Alima, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Merci. Très bien. Alhamdulillah. Si vous permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Oui, bien sûr. Si vous permettez, bien sûr. À propos de la coordination, donc ce qui est maintenant, ce qui fait, il y a une coordination entre les OSC, c'est-à-dire la société civile, et la communauté locale, c'est-à-dire la commune, l'autorité locale. Il y a une collaboration pour satisfaire aux besoins de migrants, surtout les subsahariens qui existent au Maroc. Donc ces associations, qu'est-ce qu'ils font en fait, en réalité? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'efforcent à améliorer l'accès des migrants aux services de base, comme les médicaments, comme services d'éducation et plusieurs services de base. Et autre chose, ils fournissent aux migrants des informations sur les droits et services en coopération avec la ville, bien sûr. Parce que le migrant ne sait pas, puisque c'est un nouveau arrivant, il ne sait pas ses droits en fait. Donc Naya, la société civile s'efforce de donner des informations sur les droits, quels sont ses droits, quels sont ses services et comment il les oriente, surtout les demandeurs d'asile, vers les services concernés. Il les oriente et leur offre une assistance juridique parce que le migrant, il ne sait pas, un demandeur d'asile ne sait pas quelle est la procédure à faire. Donc, c'est ça le travail de la société civile. Autre chose, ils sensibilisent le public au problème de racisme. Bien sûr, il y a quelque peu une sorte de xénophobie et de racisme envers les migrants. Donc, la société civile joue ce rôle et sensibilise le public pour une certaine, pour ne pas voir le migrant comme un ennemi ou quelqu'un qui est étrange. De ce fait, les ONG dénoncent régulièrement les conditions de vie et de travail de la population migrante. Si le migrant ne vit pas dans des conditions favorables, il le dénonce. Et autre chose, ce qui est important, c'est que la société civile, les associations en collaboration avec la ville, bien sûr, ils contribuent pour favoriser l'inclusion des migrants. Par l'organisation, il y a chaque année, la société civile avec la ville organise des cérémonies, des journées de sensibilisation interculturelle, de cohésion sociale pour que les migrants ne se sentent pas, puisqu'ils ne sont pas chez eux. Donc c'est pour ça que ces journées d'études, ces journées de sensibilisation interculturelle, il encourage le migrant à être intégré dans le pays d'origine, d'accueil qui est le Maroc. Et j'aimerais ajouter quelque chose, si vous permettez, concernant le Covid-19. Donc, le Maroc ici a fait un grand effort pour le migrant. Le migrant se trouve sur le même pied d'égalité puisque le Covid, nous sommes tous concernés par ce problème. Donc, une stratégie a été faite dans ce domaine par la distribution des masques et des bavettes. Des brochures a été distribuées pour sensibiliser contre le danger
pour la prévention contre le coronavirus. Donc, et plusieurs initiatives et volontariats ont été faits par la société, comme la distribution de nourriture, la distribution des désinfectants et des masques. Et merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Halima. Et moi, j'ai envie de te poser les mêmes questions que j'ai posées à Fabrice par rapport à l'impact de la COVID sur les flux migratoires internes, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des changements significatifs? Est-ce que il y a eu des modifications dans les dynamiques migratoires à l'interne? Et est-ce que les migrants, par exemple, se sont retrouvés dans des situations où leur activité économique a dû être un petit peu a dû être changée ou a été affectée? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, pour vous dire, comme j'ai déjà dit, que le Covid, on sommes tous concernés par ce problème. Donc, ce qui est posé pour le migrant, c'est posé pour le Marocain. Donc, ils se sont trouvés sur le même pied d'égalité. Les Marocains se sont trouvés enfermés dans leur maison. Et c'est pareil pour le migrant. Les Marocains, surtout pour le travail informel, surtout. Donc, puisque le travail formel, l'État fournit, il donne des subventions pour chaque personne qui est dans une situation régulière. Mais pour le travail informel, donc, que ce soit les Marocains ou les non-Marocains ou les immigrés, ils se sont trouvés dans des situations précaires. Donc, le problème se pose pour tout le monde. Sauf l'intervention des associations qui se chargent de fournir des nourritures et quelques subventions, quelques moyens de base comme la nourriture, les produits sanitaires, et pour remédier un petit peu, pour pallier un petit peu au problème. Mais en général, le problème c'est généralisé, que ce soit pour le migrant ou pour les Marocains. Oui, c'est tout à fait. Je comprends bien ce qui se passe. Et est-ce que, Halima, est-ce que tu sais si, par exemple, encore une fois, il y a eu des initiatives régionales à l'échelle du Maghreb, par exemple, est-ce qu'il y a eu des dispositifs d'entraide régionaux sanitaires, par exemple? Est-ce que il y a eu des échanges de bonnes pratiques entre peut-être les pays frontaliers? Est-ce que tu peux nous donner un peu de Au niveau perspective régional, donc, pardon, au niveau régional, c'est l'intervention de quelques ONG internationaux. Par exemple, l'OIM, à travers des associations ou à travers des associations, a subventionné des associations pour pallier à ce problème. Mais c'est reste quelque chose qui est vraiment en réalité, c'est pas. Pour vous dire, concernant le Covid, c'est à l'autorité qui est intervenue. C'est l'autorité centrale qui s'est intervenue. Puisqu'il s'agit d'un problème qui a un grand risque, qui se propage d'une manière très vite. Donc le problème est donné au central. Donc, il n'y a pas de subvention, de vraie subvention au niveau régional. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Halima. Je t'en prie, Zora, vas-y. J'aurais peut-être une question un peu plus spécifique sur la ville dans laquelle vous travaillez, Casablanca. Je voulais savoir s'il y avait des spécificités justement liées à cette ville face aux problématiques migratoires, des problématiques auxquelles étaient confrontés spécifiquement les migrants à Casablanca, et quels étaient les différents acteurs qui étaient impliqués, que ce soit avant le Covid ou maintenant pendant cette crise du Covid. Pour vous dire, la ville de Casa comme vous le savez, est une ville métropolitaine. Donc, c'est un problème le problème de migrants est un problème vraiment, c'est un problème crucial.
Et la ville de Casa ne peut pas seule résoudre et assurer les besoins de ces migrants. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration entre tout un grand nombre d'institutions au niveau local, régional, national, international, juste pour assurer un peu la satisfaction de ces migrants. Mais vraiment, il y a des lacunes. Il y a des lacunes, il reste vraiment il faut plus d'efforts pour qu'on puisse contribuer et satisfaire aux besoins de ces migrants. Merci. Parce que si vous permettez, la ville de Casa, il y a un manque de ressources financières, puisque c'est au niveau national que le problème doit résoudre. Donc, c'est pour ça qu'il faut contribuer, qu'il faut collaborer avec la ville de Casa par manque de ressources financières. Très bien, merci beaucoup Halima. Encore une fois, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants? Fabrice, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ou peut-être faire résonner ton propos avec ceux de Halima? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose peut-être? Bon, c'est vrai que j'avais un petit souci de connexion, mais donc j'ai pas écouté Halima au début. Je viens juste de me reconnecter parce que je viens juste de résoudre le petit souci, donc je ne l'ai pas écouté totalement. C'est juste vers la fin que j'ai pu l'écouter. Ok, pas de problème. Mais est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose par rapport au contenu de ta présentation? Est-ce que il y a des points que tu aimerais développer étant donné qu'on a encore un peu de temps? S'il y a des aspects… Présentement, j'ai pas d'aspect que je voulais. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. S'il y a du nouveau avant la fin, je le ferai. Alors moi, j'aurais peut-être une petite question pour vous, Fabrice. Vous aviez évoqué vous avez parlé des migrants qui étaient contraints de revenir au Cameroun. En fait, je souhaitais en savoir plus. Donc, ça a été des stratégies, enfin, ça a été organisé au niveau de l'État. Est-ce que ça a été organisé au niveau de l'État? Je voulais savoir aussi qu'en est-il en fait de l'évolution des perspectives de ces personnes qui sont revenues. Est-ce que vous en savez plus? Est-ce qu'elles se projetaient repartir ou est-ce qu'elles justement se projetaient pas dans le futur? C'était difficile d'avoir une projection ou plutôt rester dans le pays et commencer une activité. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, plus spécifiquement sur les personnes qui étaient contraintes de revenir au Cameroun dû à la crise du Covid? Merci Zora. Oui, concernant les personnes qui ont été contraintes de revenir au Cameroun à cause de la pandémie de la COVID-19 suite à la perte d'emploi, en majorité pour ces personnes, le souci était d'abord je ne dirais pas survivre, mais vivre en quelque sorte. D'où le fait d'avoir pensé revenir vers les sources, revenir vers le pays d'origine, en sachant que dans le pays d'origine, même s'il n'y avait pas d'emploi, à cause de la perte d'emploi, en revenant dans le pays d'origine, ces personnes pouvaient se lancer dans quelque chose. Mais de façon générale, pour ces personnes, elles n'ont pas abandonné l'idée de retourner dans le pays où elles étaient. Donc, ces dernières,
c'est quand il y aura une certaine maîtrise de la COVID-19 et quand la situation se stabilisera davantage dans les 10 pays, qu'elle pense pouvoir y retourner, pour pouvoir s'y installer de nouveau. Mais là, présentement, il fallait, dans le pays d'origine, il fallait avoir quelque chose qui permettait de vivre sans grande difficulté. Tout le fait pour elle de se lancer dans certaines activités qui, pour certaines peuvent être conjoncturelles, pour d'autres structurelles dans la mesure où, pour d'autres, même si il arrive qu'elles repartent, ces personnes dans les pays en question, elles ne vont pas totalement fermer la dite activité. Donc, c'est une activité, il y a des activités structurelles qui continueront à vivre, à être exercées. Donc, c'est un peu ce que je souhaiterais dire là sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Non, c'est intéressant même de savoir que, parce que j'imagine que la question des transferts de fonds et des envois de fonds est aussi importante dans le cadre du Cameroun, c'est-à-dire que la diaspora contribue à soutenir les ménages dans le pays d'origine. Donc, j'imagine que cette crise sanitaire dans un pays d'accueil extérieur au Cameroun ayant été difficile, la seule façon finalement de continuer à subvenir aux besoins du ménage, peut-être dans le pays d'origine, était de rentrer au pays et de continuer à d'essayer de développer une activité économique sur place. Donc, j'imagine la pression économique très forte qui a dû peser sur les migrants de retour. Peut-être que d'un point de vue, peut-être sur des questions, on va dire, de perception, comment... c'est vrai que sur l'étude sur laquelle j'avais travaillé au Sénégal et en Gambie, les migrants de retour faisaient face à pas mal de défis quand ils rentraient dans le pays d'origine. Notamment, parfois, le fait d'être peut-être pas très bien accueillis parce que cette migration de retour est parfois perçue comme un échec. Est-ce que dans ce contexte-là de crise sanitaire, ça a été la même chose? Est-ce que les migrants de retour ont fait face à des défis en termes de réintégration dans leur pays d'origine ou est-ce que ça s'est fait assez facilement? Ok, merci Karen de me passer la parole. Lorsque ces migrants de retour dans les divers pays sont revenus dans les débuts au Cameroun, au départ, il y a eu une sorte de petite stigmatisation dans le sens où on stigmatisait un peu ces personnes que vous partez des pays où la COVID-19 est en train de commencer à sévir. Donc, vous, pour revenir avec ça ici chez nous, vous venez nous contaminer et nous propager la dite pandémie de la COVID-19. Donc, au départ, on ne voyait pas d'un très bon œil ces retours des migrants parce qu'on les stigmatisait en pensant que ces migrants étaient porteurs de vecteurs de la maladie pour ramener ça au pays. Par la suite aussi, cette stigmatisation s'est effacée progressivement. Maintenant, l'État n'était pas vraiment préparé à accueillir un grand nombre de personnes. Déjà, d'abord, bien que le confinement n'ait pas été décrété de façon officielle, l'économie en grande partie informelle subissait déjà le poids de la COVID-19. Donc déjà, ceux qui étaient sur place, ce n'était pas si évident pour eux. Donc accueillir encore un grand nombre de personnes qui revenaient des pays où de manière générale, l'économie est censée être plus formelle qu'informelle. Donc, ces migrants de retour ont eu des sérieuses difficultés pour vraiment se réintégrer parce que déjà, les activités
Donc, il fallait choisir un très bon secteur pour la réintégration. Parce que si vous vouliez seulement vous réintégrer, vous risqueriez de choisir un secteur qui ne va vraiment pas vous aider. Donc, il fallait bien mûrement réfléchir pour trouver un secteur, bien qu'avec la pandémie de Covid-19, que ce secteur ne soit pas si touché que ça. Donc, c'est ce dans quoi les migrants de retour devaient d'abord travailler étant au Cameroun. Donc, l'intégration vraiment n'a pas été facile. Le fait pour ces migrants de pouvoir se réintégrer, se relancer dans d'autres activités économiques, ça n'a pas vraiment été du tout facile. Il y a même certains qui n'ont pas pu le faire. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Et peut-être une question qui finalement scellerait le tout. Selon toi, quelles sont les priorités en termes de... Et prenant en compte la question de la migration, encore une fois, de la crise du Covid, quelles seraient peut-être les trois priorités en termes de politique publique à adresser dans ce contexte-là? Ce serait un petit peu ma question. C'est assez large, mais... OK. Sur la question des différentes priorités en termes de politique publique qui peuvent être adressées aux autorités, c'est vrai que les autorités ont envisagé et commencent même déjà à implémenter certaines mesures pour pouvoir accompagner les personnes qui ont été touchées par la COVID-19, que ce soit au niveau économique, au niveau social ou au niveau sanitaire. Donc, comme recommandation de politique publique aux autorités, je pourrais dire qu'il y a vraiment lieu de... Donc, à côté de ça, avant d'arriver à ce que je voulais dire, je voulais relever les positions sur la taxe là, qui a été récemment suspendue par le chef de l'État. Donc, cette taxe qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre de salaire, une taxe d'imposition sur les téléphones. Donc, je pense que voilà aussi une mesure qui a été mûrement réfléchie, adoptée par le chef de l'État, qui a, en tant que bon père de famille, qui a jaugé que l'opportunité de l'implémentation d'une telle mesure n'était pas vraiment actuellement bien menée et qu'il ne fallait pas davantage aggraver la situation des Camerounais. Donc, ce que je dirais comme recommandation, l'État il est vrai que l'État a beaucoup perdu et continue de perdre suite à la pandémie de COVID-19 en termes de recettes. Ce que moi je recommanderais aux autorités, je sais qu'il y a lieu de chercher de nouvelles niches fiscales pour, à défaut de rééquilibrer le budget, essayer au moins de ne pas être très déficitaire. Donc, comme recommandation, moi je dirais aux autorités dans la recherche de ces niches fiscales, de nouvelles niches fiscales pour les lois de finances à venir, le 2021 et à venir, il faudrait aussi que l'État puisse davantage faire les efforts, même si ce n'est pas toujours évident, de penser impôt social. Parce que, étant donné que la situation économique n'est pas en bon terme actuellement, il ne serait pas judicieux pour l'État davantage aggraver le sort ou empirer le sort des ménages. Donc, comme recommandation, comme je le disais, je recommande à l'État vraiment
chercher dans cette nouvelle niche fiscale, chercher des moyens pour pouvoir éviter d'alourdir. Par exemple, je vais toujours revenir sur cette taxe à l'imposition au téléphone. Comment peut-on demander à un consommateur, à une personne qui a un téléphone portable, de payer les droits de douane à hauteur de quoi, 33% du prix d'achat d'origine d'un téléphone? En réalité, c'était pas vraiment c'est pas une mesure adéquate. Le mieux, c'est de retirer ces 33% auprès de celui qui importe les téléphones, pas auprès du consommateur. Donc, il ne serait pas judicieux de voir que ce soit le consommateur qui subisse directement ce genre de mesures. Donc, c'est ce que moi, je peux vraiment recommander à l'État. Merci. Merci beaucoup, Fabrice. Halima, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose en termes de recommandations, peut-être par rapport à ce que tu as présenté concernant la stratégie du gouvernement marocain sur la gouvernance de la migration? Est-ce que toi, tu aurais des recommandations dont tu aimerais faire part en termes de politique? Oui, Madame Karen, j'aimerais ajouter quelque chose à propos du Covid-19. C'est vrai que le migrant, surtout, se trouve dans une situation précaire et vulnérable, surtout durant cette période, parce qu'ils se sont trouvés enfermés dans leur maison, être presque étranges. Donc, psychiquement, ils se sentent mal, parce qu'ils sont loin de leurs parents, ils sont empêchés, ils devront interdire de sortir comme tout le monde. Donc, ils ne peuvent pas se déplacer parce que le migrant au Maroc, comment il peut avoir sa nourriture ou plus de... Ils sortent et ils font des travaux informels. Mais dans cette situation, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ils se sont trouvés enfermés. Donc, psychiquement, je pense qu'ils se sont détruits. C'est pour ça qu'il faut organiser des séances psychiques. Il faut faire là-dedans. Il faut travailler là-dedans, surtout du côté psychique. C'est vraiment catastrophique. Et concernant le Covid, c'est comme j'ai déjà dit, tout le monde doit respecter les consignes et les gestes barrières parce que c'est vraiment, il faut faire face, pour limiter la propagation de ce virus qui se propage d'une manière flagrante, surtout au niveau de la ville de Casa. Donc, la ville de Casa se trouve actuellement dans une situation vraiment vulnérable. Donc, c'est propagé d'une manière très vite. Donc, il faut plus de précautions. Et merci encore une fois, Madame Karen. Merci beaucoup, Halima. Merci, Fabrice. Zora, souhaiterais-tu ajouter quelque chose avant que je conclue, peut-être? Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas de questions de participants? Peut-être une dernière question, une intervention, si... Non? Bah, je te laisse conclure alors. Pas d'intervention, et je suis désolée, je suis anglophone, alors mon français c'est trop mal. Non, le alors je me demandais si vous pouvez m'excuser en avance, mais juste pour dire merci pour Karen, Zora et aussi Halima et Eteme pour le Fabrice pour toute la présentation. Je pense que c'était vraiment intéressant. Je m'excuse que je ne demande pas les questions, mais j'étais vraiment au courant pour entendre tout ce que vous avez présenté. Alors, je pense que c'est particulièrement les recommandations, je pense que c'était vraiment important, particulièrement pour nous ici à la comment dire, GRFDT, parce qu'on fait beaucoup de
migration dans une forme qu'on peut avoir beaucoup plus de discussions, mais pas juste des discussions, mais pour avoir l'opportunité pour voir les différentes actions que vous avez proposées. Bon, et on espère qu'on ne va pas arrêter juste ici avec tout ces paroles, mais pour avoir, pour trouver un endroit qu'on peut vraiment voir le reset, quoi, parce que je pense que le COVID nous avait donné une opportunité de faire il faut réfléchir bien, mais il faut même dire, OK, qu'est-ce qu'on doit avancer? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on est là, les gouvernements, les organisations internationales qui sont là et beaucoup de partenaires qu'il faut faire quelque chose trop vite parce qu'on n'a pas de temps, en fait. Merci bien. Merci beaucoup, Paddy, pour l'intervention. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'intervention de la part des autres participants, je vais conclure. On est 10 minutes un peu en avance sur le programme, donc ça va. Je pense qu'il y a eu des interventions très, très intéressantes de la part de Halima et Fabrice et beaucoup de choses qui mériteraient qu'on y passe plus de temps, mais malheureusement, les contraintes nous sommes soumis à des contraintes techniques. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci Zora d'avoir été avec moi et de m'avoir aidé un petit peu avec la coordination. Merci pour le support technique et merci Paddy pour l'opportunité. C'était très enrichissant et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou bonne journée, je ne sais pas trop. Merci à toi, Karen, d'avoir magistralement coordonné et présidé cette session. C'était aussi très intéressant d'avoir tes questions et tes interventions à une heure aussitôt pour où tu es. Donc, merci pour ta présence et ta coordination. Un plaisir. Merci aux participants. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Merci, vrai. Merci.